Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Pour cette deuxième journée de la Journée française de l'ingénierie des exigences, je vais vous donner quelques éléments d'information en attendant que, évidemment, un nombre de personnes montent sur la plateforme, puisque nous commençons dans quelques minutes cette deuxième journée. Alors, quelques éléments d'information importantes qui sont liés à la Journée française de l'ingénierie des exigences, qui est organisée par le CFTL et notamment par un groupe de travail du CFTL qui s'appelle GTIE, groupe de travail d'ingénierie des exigences. Je vais vous donner quelques éléments d'information concernant ce groupe de travail et ses activités pour que, si vous êtes intéressé demain, nous retrouver. Alors tout d'abord, pour cette journée française d'ingénierie des exigences, on va remercier nos partenaires, Prestige, Telis et Gold OpenText. Et puis, comme je vous le disais, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est que l'ingénierie des exigences et le groupe de travail qui travaille autour de ces aspects-là. Les objectifs et les activités de ce groupe de travail, c'est, comme vous pouvez le voir, professionnaliser l'ingénierie des exigences, améliorer la visibilité de celui-ci et la reconnaissance de la valorisation également de ces métiers. Alors la JFIE en fait partie. Sachez qu'on participe à la JFTL au travers d'ateliers également dans lesquels vous pouvez nous retrouver. Et puis, un certain nombre de personnes de ce groupe de travail va s'intéresser au contenu REB, pas que d'ailleurs, et sachez que nous avons fait un gros travail qui est en fin de finalisation sur notamment un modèle de maturité et des exigences, qui reste évidemment quelque chose d'important aujourd'hui. Nous regroupons à peu près tous les trimestres en présentiel, et puis plus des réunions en visioconférence pour avancer sur les différentes activités et actions que l'on mène au travers de ce GT. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous rejoindre, puisque en quelques mots également, les différents membres aujourd'hui qui font partie de ce GT, donc des personnes d'entreprises différentes, avec des compétences différentes, et puis des personnes également de l'université. Alors, dans ce cadre également de cette 11e journée de française d'ingénierie des exigences, je vais vous rappeler un petit peu le programme. La première journée est déjà passée. Pour ceux qui l'ont raté, tant pis. Mais tout est en vidéo. Vous pourrez retrouver les vidéos ainsi que les transparents de la journée précédente si vous le souhaitez. Et elles seront mises sur le site du CFTL et elles sont pour l'instant encore accessibles à partir du lien que vous avez, puisque vous avez la possibilité sur l'Amstorm de pouvoir revoir également ces choses-là. Aujourd'hui, nous avons deux présentations qui vont être, je l'espère, très intéressantes, j'en suis même convaincu. Une qui va comparer les exigences en langage naturel par rapport au modèle qu'on peut retrouver. Et puis une deuxième présentation plutôt liée à comment on va faire avec, comment l'intelligence artificielle peut nous aider à générer des tests à partir d'exigences. D'ailleurs, cette thématique autour de l'IA sera également bien présentée demain avec le retour d'expérience de notre partenaire privilégié Telis pour commencer, et puis également une autre présentation autour de ces aspects-là. Alors, juste avant de laisser la parole à cette première présentation, je vais quand même vous rappeler quelques éléments importants au bon déroulement, entre guillemets, de ces présentations. Vous aurez la possibilité, tout au long de la présentation, de poser des questions pour qu'on y réponde à la suite de la présentation, à peu près une demi-heure de présentation, une demi-heure de questions. Et pour cela, vous verrez que sur le côté droit de votre navigateur, en bas à droite, vous avez ce qu'on appelle des éléments qui vous permettent de poser des questions. Et donc, un onglet qui s'appelle questions, c'est là que vous pourrez poser toutes les questions. Et ces questions, vous pouvez également les plébisciter. Ça veut dire que si cette question a déjà été posée par quelqu'un d'autre et qu'elle vous intéresse, eh bien, vous pouvez rajouter un point, ce qui permettra à moi tout à l'heure, lorsqu'on passera à la session des questions, eh bien, de répondre, de poser la question aux différents présentateurs qui ont été les plus plébiscités. Vous avez également la possibilité de répondre à un sondage, toujours pareil, dans un des onglets. Si vous ne le voyez pas, c'est avec Apps, si vous ne le voyez pas forcément. Et dans le sondage, on vous demandera également ce que vous avez pensé de cette présentation. Et puis, 2-3 autres petites questions, avec des questions ouvertes également, pour avancer par rapport à tout ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, je l'espère en tout cas. Vous avez également le chat qui est là pour voir si vous entendez bien. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous le dire. Je pense que je vais simplement vous dire qu'il nous reste un slide pour vous dire qu'on va vous remercier et vous permettre, je l'espère, un très bon
et un excellent webinaire. Et je vais demander à Asra Wasfi ainsi que François-Xavier Delaunay de monter sur scène et ils vont nous parler de exigence langage naturel vs modèle enjeu pertinent des projets. Je vais leur laisser la parole et je vais leur laisser partager l'écran. Et moi, à l'inverse, je vais retirer mon partage d'écran. Bonjour. Bonjour. Donc, je vais partager mon écran. Et je vais démarrer. Voilà. Parfait. Bonjour à tous. L'objet de cette présentation, c'est de discuter, de comparer des points de vue, comme disait Alexis, sur la documentation des exigences en langage naturel ou sous forme de modèle. Donc, je me présente, je suis François-Xavier Delaunay, je travaille chez Valeo. Je suis responsable assurance qualité système et logiciel, qui consiste à s'assurer que les projets développent les bonnes pratiques d'ingénierie d'exigence, de développement logiciel, de test, mais aussi de tout ce qui est gestion de configuration, respect de sûreté de fonctionnement, du process de cyber, etc. Et je vais faire cette présentation avec Asra Wasfi. On a démarré cette présentation, la préparation de cette présentation en 2024, début 2024, et depuis, Asra est partie chez Renault Ampère, mais elle a bien accepté de faire cette présentation au nom de Valeo. Donc, slide suivant, s'il te plaît, Asra. Oui. Donc, l'agenda que l'on propose est le suivant. Je vais, on va dire, planter le décor. Quel est le contexte chez Valeo, le contexte d'ingénierie. Et puis, rapidement, je vais passer la parole à Asra, qui va se présenter aussi à ce moment-là, et puis qui va balayer différents sujets autour de la modélisation ou de la documentation des exigences, on va dire. Ce qui se dit, les ambiguïtés, les compétences, différentes activités autour de la modélisation, jusqu'à, par exemple, les activités de modélisation à l'épreuve des contraintes de projet. Lorsqu'on est en mode agile, est-ce que l'utilisation de modèles est toujours appropriée, en passant par la chaîne d'outils nécessaires. Donc allons-y, je vais passer, slide suivant, je vais passer par une petite présentation de Valeo. Donc c'est un équipementier automobile français de classe mondiale. Il n'y a pas une voiture dans le monde qui n'est pas équipée d'une solution technique Valeo. Donc ce qui est important dans ce slide, c'est de voir qu'on surfe sur l'électrification et sur les ADAS, la conduite autonome. Et du fait de l'électrification, les voitures sont de plus en plus d'éclairage sur la calandre, parce qu'il n'y a plus besoin d'entrée d'air, plus en plus de design aussi. Et puis, par rapport aux véhicules autonomes, on doit réinventer l'expérience utilisateur. Ce qui est intéressant dans ce slide de voir, c'est 2,6 milliards de R&D par rapport aux 22 milliards de chiffre d'affaires, c'est 12%, donc c'est le signe qu'on est une entreprise très innovante, et le 55% de notre carnet de commandes qui implique des innovations, c'est-à-dire on a des projets qui sont en cours de développement, qu'on va mettre en série, des solutions techniques qui n'ont jamais été mises en série. Donc, c'est le slide suivant, s'il te plaît. À titre d'exemple, dans ma ligne de produits sur l'expérience utilisateur à l'intérieur de la cabine, si je prends la colonne de gauche, en 2021, beaucoup de voitures sont équipées de conduite autonome de niveau 0,1, c'est-à-dire c'est juste des aides à la conduite. En 2026, 30% des véhicules seront au niveau 2. Donc je rappelle, le niveau 2, c'est hands-off, sans les mains. Mais le conducteur doit pouvoir reprendre le contrôle de son véhicule en quelques secondes. Donc on a des normes, des régulations qui arrivent, comme Euro N4, qui nous oblige à surveiller l'hypovigilance du conducteur, voir s'il n'est pas en train de faire autre chose ou s'il est distrait. En 2031, la plupart des véhicules seront au niveau 3. Donc, le niveau 3, c'est mind off. On ne réfléchit plus, mais on a un délai plus important pour reprendre le contrôle. Et là, on va pouvoir voir apparaître des nouveaux produits. Donc, on a intérêt à avoir une ingénierie des exigences très, très solide lorsqu'on a ce type d'innovation. Non seulement ça, mais aussi de plus en plus de contraintes réglementaires avec la cybersécurité, maintenant que les véhicules sont complètement connectés, avec la sûreté de fonctionnement, parce que faire conduire par d'automates, c'est de l'asile. Donc, slide suivant, un bref rappel de l'ingénierie des exigences ou de l'ingénierie système tout court. Donc, généralement, lorsqu'on a un système sous intérêt, on a des fonctions utilisateurs. Donc, par exemple, ici, détecter un piéton, éviter un piéton.
On a le système Valeo, une caméra qui va permettre de détecter le piéton, puis ensuite on décompose progressivement ces fonctions principales jusqu'à arriver aux fonctions techniques et aux fonctions élémentaires du système. Dans le slide suivant, je propose une autre vue que j'avais aussi montrée il y a 2 ans lors d'une présentation sur l'ingénierie des exigences. Tout en haut, vous avez ce qu'on appelle les fonctions, les besoins des parties prenantes. Donc, c'est soit des fonctions utilisateurs en vert, soit tout en haut à droite, vous avez des fonctions, des besoins qui sont orange, c'est-à-dire c'est des besoins de très bas niveau, comme par exemple la messagerie des bus de communication sur les véhicules. Donc ça, c'est des exigences qu'on peut directement allouer aux fonctions élémentaires. Mais pour les fonctions utilisateurs, ben, on fait ce que je disais dans le slide précédent, c'est-à-dire qu'on décompose en fonctions principales, en bleu, puis jusqu'aux éléments de l'architecture logique. Je vais donner un petit exemple de fonction utilisateur. Le système de gestion... Non, si tu peux revenir. J'étais pas fini. Sur le précédent, voilà. Un exemple de end user function. Le système de gestion du conducteur doit alerter le conducteur de son niveau d'hypovigilance suivant l'échelle de Karolinska, le Karolinska Sleeping Scale. Donc, vous voyez la caméra Valeo. Ensuite, on passe par les différents éléments de l'architecture, acquisition de l'image avec du hardware, du software, le processing de l'image, et ensuite, on envoie le résultat sur le réseau véhicule. Ensuite, le véhicule alerte à notre calculateur pour signaler au conducteur qu'il est endormi, soit avec une vibration sur le siège, soit avec un signal sonore, soit avec un message, une image sur la vision tête haute, par exemple. Donc là, tu peux passer au slide suivant. Du coup, comment gérer au sens IREB du terme? Je vous rappelle, dans IREB, le sens gérer, c'est élucider, documenter, valider et gérer les exigences. Gérer traçabilité, priorisation, etc. Donc, de toute façon, on va avoir 2 outils qui vont se dégager. Un outil en vert là, de gestion de le RM Tool, Requirement Management Tool, type Polarion, DORS ou Codebeamer. Et puis, on va avoir des outils en bleu qui sont des outils de modélisation comme Rhapsody, MATLAB ou Katia Magic, par exemple. Soit on a une approche centrée documentation. Ok, donc c'est l'image en haut à droite avec les stakeholder needs, les 6 RS, les 6 AD, les 6 ERS, etc. jusqu'à arriver au développement logiciel. Soit une approche centrée document, mais on a des modèles, c'est l'image du milieu, on a des modèles qui permettent d'aider à découvrir ces exigences, à les élucider, aussi à les documenter, mais aussi à les valider. On pourrait faire de la simulation dans les modèles, par exemple. Ou alors on a une approche complètement modèle-centrique, MBSE, c'est-à-dire qu'on a le système entièrement modélisé dans un modèle et les exigences sont contenues dans le modèle. Donc, si tu passes au slide suivant, Asra, voilà, merci. On s'est amusé, on a pris tous nos projets chez Valeo, Valeo Brain, et puis on a compté le nombre d'exigences. Donc là, c'est le nombre de projets sous DORS en ordonnée, et en abscisse, le nombre d'exigences. Donc, la barre du milieu, c'est 200, quasiment 300 projets qui ont entre 1000 et 5000 exigences. Mais on voit sur la droite qu'on a quand même plus d'une quarantaine de projets qui ont plus de 50 000 exigences. Donc 50 000 exigences qui sont... c'est énorme à gérer. Donc on a fait quelques recommandations. Entre 500 et 5000 exigences, il faut un outil de gestion d'exigences type DORS ou Polarion, parce que le tableur Excel pour gérer l'exigence, ça suffit. Donc voilà, il nous faut des outils pour gérer jusqu'à 5000. Et à partir de 5000, on estime nécessaire d'avoir un outil de modélisation. Donc là, il y a 2 clics à faire, Asra. Voilà. Donc la solution, c'est de définir une suite d'outils où il y a les exigences qui sont dans le modèle et les exigences qui sont dans l'outil de gestion d'exigences qui sont mis en miroir. Donc solution technique numéro 1, c'est l'outil de modélisation qui est le master. Solution numéro 2, c'est l'outil de gestion d'exigence qui est le master. Solution numéro 3, les masters sont les deux, on arrive à les synchroniser. Il est bien évident que chacune des solutions a des avantages et des inconvénients. Lorsque vous donnez un modèle Rhapsody à lire à votre client, ça va pas être très intuitif pour lui. Hein. Et puis d'un autre côté, lorsque vous avez 10 000 exigences, c'est pas forcément évident, juste avec une approche document, de gérer la cohérence de toutes ces exigences. Donc voilà, je vais laisser la parole à Asra qui va maintenant nous parler des modèles.
Exactement. Donc merci François-Xavier. Donc oui, donc je me présente Asra Wasfi. Ça va faire maintenant un petit moment que je suis dans l'industrie. D'abord dans la production d'énergie, donc j'étais chez Schneider Electric pendant assez longtemps, donc du côté de Grenoble, et puis maintenant après donc à Valeo. Pendant plus de 5 ans, et donc depuis assez récemment chez Renault Ampère en tant qu'architecte urbaniste, justement sur des questions des outils d'ingénierie de R&D et des questions d'ALM. Donc vous voyez aussi que j'ai été dans d'autres secteurs techniques et dans différents postes, que ce soit à la fois en transverse ou en mode projet, et autant au niveau système et software. Donc, par rapport à la question qu'on se pose justement, c'est ce contexte de l'ingénierie, comment les gens travaillent actuellement. Nous savons que un certain nombre de méthodologies ont été définies justement pour être utiles à l'ingénierie, pour pouvoir être en capacité de gérer la complexité en particulier. Donc, il s'agit, par exemple, pour le MBSE, donc la partie système engineering, d'avoir justement cette gestion de la complexité, qui est l'enjeu majeur justement de cette définition du côté de la R&D. Et l'objectif est de pouvoir en présenter différentes perspectives. En particulier donc des niveaux comportementaux, les fonctions, les caractéristiques, donc toutes ces informations qui sont nécessaires pour pouvoir aller vers le design. Quand nous allons vers le design, justement, nous avons les mêmes d'autres approches, donc basées sur les modèles, là, qu'il s'agit justement d'utiliser de manière étendue, et de pouvoir justement cette fois-ci se mettre plutôt au niveau des composants individuels et de leur assemblage. On retrouve par exemple l'introduction d'outils mathématiques qui sont utilisés quand on est au niveau du design. On voit qu'en parallèle, justement, quand on travaille d'un côté sur des questions de modèles pour pouvoir justement avoir une approche holistique de cette complexité, on va retrouver les exigences. Donc c'est cette méthodologie qui d'habitude se fait en langage naturel, qui est le langage que nous avons tous et qui nous permet entre nous, quand nous travaillons au quotidien, de pouvoir se comprendre. Pour pouvoir gérer ces exigences, il y a aussi bien sûr des bonnes pratiques, des méthodologies, comment bien définir ces exigences-là, et d'une manière aussi articulée, on va avoir ces questions aussi de traçabilité, de data model, qui ont été présentées juste avant dans le cas de Valeo par François-Xavier. Donc on a ce contexte, et pour ce qui concerne les pratiques justement de modeling, c'est une pratique déployée chez Valeo, mais assez hétérogène. Finalement, on va la retrouver beaucoup utilisée au niveau software, et on va retrouver aussi, on va dire, cette question des modèles plutôt en validation toujours de ces exigences du soft, et pas tellement utilisée au niveau système. Et quand on regarde justement dans le rétroviseur comment ça se passe dans d'autres industries, on peut voir que ces problématiques de modélisation sont à peu près de même nature, en particulier de ce que j'ai pu voir par exemple quand j'étais chez Schneider Electric. Donc, quel est le problème finalement qu'on voit ? Dans la pratique, on voit qu'il y a une difficulté d'intégrer cette vision modèle dans les activités de R&D, et que souvent, ces activités de modélisation, elles sont plutôt reléguées à des descriptions de dessin, plus pour se comprendre que pour finalement aller vers du modèle très abouti, quand on est au niveau système en particulier. Donc l'idée pour nous, c'est de se dire, voilà, comment on peut arriver à résoudre cette articulation. Ah, on a perdu le son d'Asra. Oui, absolument. Alors, Asra a une coupure, et comme elle a les transparents, alors on vient de perdre les transparents aussi. Voilà. Ah, Asra, donc, faut que tu reviennes un petit peu en arrière. Excuse-nous de te couper, Asra, on a perdu une petite minute là. Enfin, il y a une coupure de ton côté, oui. Merci. Oui, on n'a pas. Oui, je dois reprendre. On est arrivé à la fin de quel est le problème. Voilà. Quel est le problème ? D'accord. Donc, est-ce que je passe à la suite ou c'est bon ? Oui.
Ok, je peux passer à la suite. Quand on entend les gens parler, les ingénieurs, on va retrouver des tendances, et ce sont ces tendances qui ici sont reflétées. Par exemple, ce qu'on dit, c'est les personnes n'ont pas les compétences. C'est-à-dire, elles ne savent pas faire des modèles. Donc, on ne fait pas de modèles parce qu'on ne sait pas les faire. Ce qu'on peut entendre aussi, c'est pour être compétent, il nous faut du temps. Donc la question, c'est ce temps de combien on a besoin. J'ai régulièrement entendu que c'était, oui, il faut 3 ans pour être vraiment à l'aise dans la modélisation. Ce qu'il y a aussi dans la pratique, c'est ces activités qui sont orientées consommateurs, c'est-à-dire comme lorsqu'on a un data model avec différentes équipes qui reflètent qui écrit une exigence et qui les utilise, et bien finalement, quand on est dans le cadre de la modélisation, si on se pose cette question-là, finalement, on fait toujours le moins possible, c'est-à-dire ou le minimum nécessaire pour le donner au consommateur. Une autre question, c'est cette organisation agile, c'est-à-dire que quand on est dans des temps contraints, qu'est-ce qu'on est capable de livrer? Et là, on est face à des réalités qui est que c'est parfois difficile de livrer des modèles en un sprint. On va retrouver aussi cette question de l'outil, c'est-à-dire cette complexité. Comment finalement rendre perceptible cette complexité pour le besoin quotidien de l'ingénierie? Est-ce que finalement c'est vraiment qu'un dessin? En fin de compte, il y a aussi une autre question, et là qui est aussi transverse à toutes les disciplines, c'est comment gérer les sources de vérité. Parce qu'on va avoir plusieurs outils, plusieurs sources d'informations de R&D, et que finalement, la chaîne d'outils, parfois, ne permet pas de retrouver facilement les informations. On voit donc que quand on rentre dans le sujet de la modélisation, finalement, on fait face à un besoin de définition du modèle et de la clarification justement de ce terme, dont on voit qu'elle-même, d'après le CIBOC, c'est une définition qui a évolué dans le temps. C'est-à-dire qu'on part d'une idée d'une représentation et de cette capacité à la partager, et enfin de pouvoir donner justement cette forme d'abstraction de ce même système au travers du modèle. On voit bien que finalement, dans une vision de la discipline ou d'une vision de l'entreprise, on va avoir un mot valise qui va être le même mot, qui va être modèle. Mais finalement, quand on gratte, on voit que les interlocuteurs ne comprennent pas le mot de la même manière et n'y mettent pas forcément exactement la même définition. Donc on voit que cette ambiguïté pose problème finalement dans l'utilisation des modèles. Quand on gratte aussi, on voit que cette question de la compétence, quels sont les attendus véritables au niveau des modèles? C'est-à-dire que finalement, ça c'est aussi des choses qu'on entend, c'est est-ce que nos nouveaux ingénieurs sont moins compétents que les ingénieurs du passé? On regarde qu'il y a un effet quand même de normalisation des formations et un effort continu de certification. Donc, ça peut être quand même difficile de dire les nouveaux ingénieurs sont moins compétents. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans la pratique d'ingénierie, c'est la question plus de la vision d'ensemble ou du temps de prise de recul sur les systèmes complexes qui est en jeu. C'est-à-dire que finalement, on ne laisse peut-être pas suffisamment de temps aux nouveaux ingénieurs d'appréhender la complexité des systèmes pour finalement être en capacité de la restituer au travers des modèles. Si un ingénieur, on va lui demander de travailler sur un bloc d'un système, finalement, il va se focaliser sur ce besoin-là et pas prendre le temps de se dire, d'une manière globale, comment je vais pouvoir améliorer ma compétence sur les modèles d'une manière générale. Alors, ces activités de modélisation, en quoi elles consistent? D'une part, on va retrouver par exemple l'exploration des cas d'usage, c'est-à-dire tout ce qui permet de comprendre dans quel contexte on va utiliser le système. Ça va permettre justement d'identifier un certain nombre de scénarios qui eux-mêmes, par exemple, vont être utiles aux testeurs. Au niveau de cette modélisation, on va retrouver justement, c'est ce qui est aussi proposé dans les outils, c'est la définition stabilisée du système et de ses caractéristiques. On va retrouver des modèles qui vont permettre, par exemple, de décrire du comportemental.
on va avoir ceux qui décrivent les structures, les interfaces. Et donc, on va avoir différents types de modèles, et chacun va pouvoir donner une perspective différente du système. Dans la pratique, ça signifie que si on est peut-être plus à l'aise avec un diagramme plutôt qu'un autre, finalement, on va avoir un confort dans ces modèles-là, et peut-être pas d'autres. Alors, en fonction aussi du niveau d'ingénierie dans lequel on est, ce qu'on va utiliser comme modèle ne sera pas forcément le même. En général, en début de projet, quand il s'agit de comprendre ce qu'on va faire, on va plutôt être sur du use case, et il y a un moment, quand on va devoir décrire vraiment ce qui va se passer sur un plan dynamique, là, on va utiliser plutôt un diagramme de séquence. On voit aussi que dans les activités de modélisation, on va avoir des activités qui sont liées à la simulation et à la validation formelle, mais ça, tout dépend du niveau, j'ai envie de dire, d'aboutissement et de détail dans lequel on va au niveau du modèle. Parce que quand on est sur un niveau plus descriptif de haut niveau, le modèle va plus aider à comprendre, mais pas forcément à faire de la validation. Dans certains cas, par exemple dans le cas de MATLAB, c'est pas le cas, puisque justement quand on utilise la modélisation dans MATLAB, c'est justement pour faire de la validation de la simulation, mais aussi être en capacité d'aller jusqu'à de la génération de code. Donc on voit que ces activités finalement de modélisation, elles sont de différentes natures, avec un port d'entrée qui n'est pas forcément toujours le même, et avec, j'ai envie de dire, du temps pour appréhender justement leurs usages dans le cadre de l'ingénierie d'un projet. Alors, on voit qu'il y a des contraintes justement à cette modélisation, c'est-à-dire des contraintes liées à la discipline. On va voir que dans la pratique, on a dit qu'au niveau système, on va vouloir décrire la complexité des systèmes, mais peut-être qu'on n'ira pas au bout de toute la définition fine de la complexité. Et par exemple, dans le monde du software, là, on va aller dans quelque chose qui va être simulable, parce que derrière, on va, par exemple, aller à la génération de code. Là, nous n'abordons pas les autres disciplines, mais en gros, on va retrouver justement cette tendance que le modèle va finalement pas avoir les mêmes contraintes en fonction de l'ingénierie qui est utilisée. On voit aussi que, au vu de cette complexité des systèmes, c'est-à-dire de plus en plus d'exigences, de plus en plus de fonctions, d'un point de vue utilisateur, des exigences liées aux normes qui sont aussi de plus en plus complexes, d'avoir cette description exhaustive des systèmes, mais finalement, c'est un effort extrêmement coûteux. Et ce qu'on va retrouver, c'est plutôt des définitions peut-être parcellaires dans certains cas. Certaines vont peut-être aller plus loin, mais on peut difficilement finalement modéliser tout un système de bout en bout sans prendre conscience qu'il faut finalement y investir du temps. Finalement, quand on est dans un mode projet, si on ne définit pas justement ces objectifs-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend au niveau de la discipline, qu'est-ce qu'on attend vis-à-vis de la complexité du système, et qu'est-ce qu'on attend du modèle finalement, en quoi il va être aidant, eh ben, ça va remettre en cause même la pertinence de l'activité. C'est-à-dire, voilà, j'ai pas le temps de faire du modèle, j'ai mes exigences, je suis capable de designer, et finalement, on fait comme ça un raccourci. Ou alors, l'autre résultat, c'est on va retrouver des pratiques qui vont être anarchiques, c'est-à-dire que sur un même système, la manière de modéliser va être différente. Là, ça veut dire que malgré l'effort d'implication des différents niveaux d'ingénierie dans la modélisation, finalement, la consistance du tout va pas être immédiate. Donc, on voit bien que modéliser, finalement, ce n'est pas lié simplement aux exigences. Au milieu, justement, des modèles, des exigences, on va parler souvent, justement, des questions de baseline et de source de vérité. On va avoir cette question, donc, du référentiel applicable. On voit que c'est, d'une part, l'identification de tous les éléments qui sont la source de vérité, c'est ça, c'est de dire, à un moment donné de mon projet, qu'est-ce qui est applicable vis-à-vis de mon système ou de mon software, et surtout, vis-à-vis des modèles, c'est comment on gère cette applicabilité entre un modèle et ses exigences. C'est-à-dire, à un moment, est-ce qu'on est en capacité de gérer des versions de modèles dans un référentiel qui lui-même est associé correctement à un référentiel d'exigence. Et finalement,
C'est là qu'on va retrouver des questions qui peuvent être aussi liées aux outils que nous allons voir juste après. Il y a aussi la question du modèle, supposons que nous sachions le retrouver, et de sa testabilité. C'est-à-dire que dans certains cas, le modèle, s'il doit être utilisé pour le métier du test, il doit être suffisamment consistant dans sa définition pour que il soit, j'ai envie de dire, capable de remplacer une exigence. Et dans la pratique, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que le modèle n'est pas autoporteur. Et justement, que fait-on si on ne comprend pas le modèle? Donc là, c'est pas toujours évident. Ce qu'on voit, c'est que les personnes sont obligées après de discuter entre elles, ce qui est normal aussi dans un projet d'avoir des synchronisations. Mais toujours est-il que si on veut tout faire porter par le modèle, finalement, c'est pas si évident. De la même manière, il y a la question, dans la question des référentiels, c'est la question de la duplication des données. C'est est-ce que une information dupliquée, c'est-à-dire qu'elle apparaît d'une forme dans un modèle et elle apparaît d'une autre forme dans une exigence, est-ce que c'est finalement un problème? Ça dépend, il y a des, j'ai envie de dire, des pour et des contre. La question, c'est surtout, est-ce qu'on est capable de bien les identifier? Et finalement, quand on fait cet effort sur les modèles, c'est est-ce qu'on prend en compte aussi cette question de la réutilisabilité du modèle au niveau du modèle lui-même ou à l'échelle des combinaisons de modèles au niveau systémique. Comment derrière ces modèles-là peuvent être ensuite réutilisés dans les concepts de variantes. On voit que finalement, c'est toutes les mêmes questions qu'on se pose quand on gère des exigences, finalement, on se les pose aussi quand on gère des modèles. Et ça fait partie du coup d'une stratégie globale qui est donc la stratégie de la gestion de configuration des 10 systèmes. Un autre point que nous pouvons aborder dans ces problématiques de modélisation, c'est comment on fonctionne en mode projet. Un projet, ça reste, on va dire, des contraintes qui articulent du coût, du délai et du budget et bien entendu de la qualité. Et de plus en plus, et vous avez sûrement l'expérience de votre côté, c'est l'expérience de l'agilité. C'est-à-dire qu'on va demander aux personnes d'être dans des cycles courts et d'être en capacité à livrer. Un modèle qui demande, on a pu le voir, un certain nombre d'activités d'acquisition et de définition, finalement, on va se retrouver face à une difficulté, c'est comment arriver à aboutir à des modèles valides dans un temps contraint. Cela présuppose qu'il y a une compétence très forte déjà liée au métier lui-même du système ou du soft, et en plus liée à l'application. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément approcher un modèle dans le secteur de l'énergie comme dans le secteur de l'automobile de la même manière. Peut-être que les pratiques de modélisation ne sont pas les mêmes, et encore plus quand on est dans le cas de l'agilité où on demande à livrer très régulièrement, un sprint ou 2 sprints qui peuvent être de 3 semaines, rarement peut-être 4 semaines. Comment on est capable de gérer les modèles dans ce contexte? Un autre point est la question des audits et des standards. Ce qu'on voit dans la pratique, c'est que la plupart des audits sont quand même plus facilement centrés sur les exigences. Et justement, c'est parce que nous avons ce langage naturel qui nous permet de nous comprendre, qui rend finalement facile l'utilisation des exigences. Donc si on veut basculer en utilisant les modèles, cela présuppose que ce langage que nous avons au travers du langage naturel utilisé pour les exigences, qui est quand même codifié, eh ben on le retrouve aussi dans la modélisation. Ça veut dire que ce n'est pas juste une standardisation des formes de modèles, mais c'est aussi une standardisation finalement de comment on les utilise. Et là, on voit bien que c'est pas forcément le cas, puisque on va dire il y a déjà une difficulté à le standardiser par domaine d'activité ou même à l'intérieur d'un même projet. Tout ça pour dire que finalement, les activités de modélisation et ce que nous avons comme activité autour de la gestion d'un projet réel, finalement, doivent se comprendre dans une articulation qui doit être réaliste.
C'est-à-dire que on ne peut peut-être pas demander, quand on fait des modèles, d'être sur un même plan en termes de délai que celui qu'on peut demander, par exemple, sur des cycles courts de développement software agile. Nous avons un autre point que nous voulions partager aussi avec vous, nous en avons parlé un tout petit peu au début, c'est l'expérience utilisateur. C'est ce que nous appelons ici aussi la dimension sociotechnique, c'est-à-dire comment nous-mêmes en tant qu'utilisateurs, on est capable justement d'appréhender cette relation à l'outil qui, lui, va nous permettre de réaliser notre métier d'ingénieur. Donc on voit que en fait, le temps de formation, il est souvent sous-estimé. C'est-à-dire que souvent, on va avoir des canevas de formation qui vont être de tant d'heures, éventuellement de tant de jours, alors que finalement, la vraie pratique autonome maîtrisée, eh ben, elle est sous-estimée. En réalité, on se sent bien dans un outil de modélisation à partir de 1 an. Ça, c'est ce que j'ai pu voir sur le terrain. Et vraiment, au niveau, j'ai envie de dire, de l'expertise, à ce moment-là, on a plutôt sur du 3 ans quand les gens connaissent vraiment bien leur domaine d'application. Ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, par rapport à la chaîne d'outils, on a des attentes professionnelles qui sont mal formulées ou pas clarifiées. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on attend d'une personne qui fait du modèle et justement par rapport à cet outil. C'est-à-dire que si on utilise cet outil, on demande à quelqu'un d'être dans un niveau qualitatif du modèle suffisant. C'est pas toujours, on va dire, explicité. C'est-à-dire que si on dit à quelqu'un tu dois faire du modèle, finalement cette personne va faire ce qu'elle pense être utile pour son travail de tous les jours et peut-être se réduire à des diagrammes explicatifs. Ce qu'on voit aussi, qui peut être difficile pour un utilisateur, c'est comment faire fonctionner ensemble toutes ces chaînes d'outils qui racontent à la fin une histoire dans une ingénierie projet qui a un sens. On va se retrouver avec des problématiques justement qui sont liées aux fonctionnalités natives des outils et aussi à des capacités d'intégration entre les outils. Pour donner un exemple, c'est-à-dire je travaille d'une certaine manière dans un outil de modélisation, dans un autre outil d'exigence, la logique est complètement différente. Ou alors, ça va être d'un outil de modélisation à un autre. On va dire que même si maintenant les outils se ressemblent de plus en plus, on voit quand même que des fois les logiques ne sont pas toutes les mêmes. On voit aussi que quand l'utilisateur est face à ces chaînes d'outils, il y a parfois des choses un peu pénibles, comme par exemple des effets qu'on a appelés click everywhere. C'est-à-dire que quand on a l'impression que ça va cliquer partout, tout ça, c'est un peu perturbant, j'ai envie de dire, si c'est mal pensé d'un point de vue du schéma utilisateur. Donc, quand on regarde cette expérience utilisateur, elle permet aussi de voir comment on peut rendre facilitant, ou du moins identifier des facteurs bloquants sur les usages. Et donc, cette expérience utilisateur, finalement, elle va devoir alimenter comment doivent évoluer les outils pour la rendre, j'ai envie de dire, d'un côté simple, sans être simpliste, mais en même temps de donner une convergence vers une dynamique de ce qui s'est approprié en matière de modélisation. Donc on voit que finalement, même si on connaît bien sur les principes de modélisation, on voit que ça inclut aussi cette question de l'outil dans le fait de faire de la modélisation dans la vie de tous les jours d'une ingénierie projet. Finalement, quelle est la conclusion ? On est en train de dire, voilà, la question de départ, c'est est-ce qu'il y a une opposition finalement quand on parle d'une ingénierie qui est basée sur les exigences en langage naturel en regard d'une ingénierie centrée sur les modèles. On voit que vraiment dans la pratique, c'est beaucoup plus facile d'utiliser les exigences, donc c'est vrai que c'est un pivot qui est tourné vers les exigences, ça c'est vrai. Par contre, dire que parce qu'on est par exemple investi dans une ingénierie des exigences, alors c'est au détriment des modèles,
En réalité, ce n'est pas vrai. Dans la pratique, c'est plutôt qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, qui sont plutôt des contraintes de temps, qui sont des attentes mal exprimées sur ce qu'on attend du modèle. Et c'est aussi finalement comment l'utilisateur, son expérience vis-à-vis de l'outil peut être prise en compte pour justement que le modèle soit approprié et dans des temps acceptables du temps projet. Finalement, ce qu'on peut proposer aussi comme piste, c'est avoir un effort d'expérimentation sur des systèmes existants pour arriver à évaluer, finalement, ça veut dire quoi cette modélisation, si on veut vraiment aboutir à quelque chose de consistant qui pourra être réutilisé. Et finalement, ça sera de pouvoir l'inscrire dans une stratégie par rapport à un projet réel. C'est-à-dire que est-ce que quelque part, il ne faut pas justement avoir cet effort de modélisation d'un côté qui soit entrepris et articulé correctement avec des réalités projets, comme dans le cadre d'une réutilisation de bibliothèques. Mais ça ne peut pas s'inscrire, j'ai envie de dire, dans une logique court-termiste. Parce qu'on voit que cet effort finalement de modélisation, c'est d'écrire toute cette ingénierie qui fait la force justement des entreprises. Et on voit que finalement, c'est pas quelque chose qui doit être sous-estimé, parce que finalement, c'est ce qui va se retrouver dans les systèmes designés. Donc, ça ne peut se comprendre comme étant finalement vraiment une décision stratégique d'une ingénierie d'une entreprise qui veut faire cet investissement parce que ce qui se passera après, ce sera la capacité de les réutiliser. Et c'est justement parce qu'on fait cet effort d'investissement que ces modèles ensuite pourront être réutilisés, comme on prend aussi l'habitude aussi de réutiliser des exigences. Et c'est cette articulation qui permettra justement d'être efficace et efficient dans la gestion des modèles, alors que justement il y a quand même cet investissement qu'il faut mettre au début dans cette modélisation. Voilà, donc c'était ce que nous voulions vous présenter aujourd'hui avec François-Xavier. C'était cette restitution sur ce que nous avons vu sur ces questions des modèles et des exigences. Et voilà, donc je me tiens maintenant à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup Asra, merci beaucoup François-Xavier. Il y a quelques questions qui sont déjà dans la boîte à questions, mais il y en a d'autres qui vont arriver. N'ayez crainte, je pense que tout le monde est en train de digérer tout ce que vous avez dit et se pose un certain nombre de questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions bas à droite. On a 20 minutes là pour répondre à ces questions. On va commencer par la question qui a suscité le plus d'intérêt. Est-ce que le modèle permet de ne pas écrire certaines exigences ou il sert de support à l'écriture des exigences? Ah, c'est une très bonne question. Alors, dans la pratique, il y a deux cas. Il y a, quand on est dans le cas où on n'écrit pas les exigences, ça suppose que les modèles est autoporteur. C'est ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que là, il faut être extrêmement précis sur la sémantique du modèle. C'est-à-dire avoir des règles très figées sur comment on le définit, comment on le comprend. C'est-à-dire il faut sortir de l'ambiguïté. Pour ceux qui ont l'habitude d'écrire des exigences, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire je vois un dessin, je sais ce qu'il veut dire. Si on est dans le doute, là on voit que le modèle n'est pas autoporteur. Et donc là on va revenir vers j'ai besoin de le redécrire sous forme d'exigence pour être sûr de comprendre. Donc ça c'est si on veut vraiment, j'ai envie de dire, se mettre dans un cas où je veux éviter d'écrire des exigences. Je pense que c'est dans certains cas, et il faut vraiment avoir cette logique sémantique du modèle, comme j'ai envie de dire, comme dans le code de la route. Si je vois un panneau, je comprends ce qu'il veut dire. Et il faut vraiment que ce soit la même chose au niveau du modèle. Et il n'y a que dans ces cas-là où on peut utiliser le modèle comme source d'exigence, je dirais. Maintenant, est-ce que je peux utiliser le modèle pour écrire mes exigences? Ce sont des choses qui peuvent être utilisées en phase exploratoire, en particulier dans les activités d'innovation. C'est-à-dire que quand on est, par exemple, dans un nouveau projet de R&D avec des phases exploratoires, il va y avoir des fois des équipes qui vont travailler justement avec des modèles
pour arriver à identifier des contextes opérationnels d'utilisation, des use cases, qu'au départ, ils n'avaient pas envisagé s'ils décrivaient un système comme il est dans le as-is, comme il est dans le courant. Donc là, effectivement, c'est que quand on accepte effectivement de donner ce temps-là, on va faire du modèle et on va en tirer des exigences. Et les exigences vont rentrer dans la description des exigences nouvelles, comme étant des nouvelles exigences qui elles-mêmes peuvent alimenter des nouveaux modèles qui, eux, vont être utilisés pour la description du design réel. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est ce qui se passe dans la pratique en général quand on veut faire du modèle exploratoire. François-Xavier, vous voulez rajouter quelque chose? Non, pas forcément. Enfin, pour certaines parties du système, on peut arriver à avoir des modèles spécifiants, mais c'est vrai que pour l'intégralité du modèle, ça paraît difficile ensuite pour l'intelligibilité transversale avec les parties prenantes d'utiliser qu'un modèle. C'est extrêmement codifié un modèle. Il faut vraiment, comme dit Asra, que quand on voit le modèle, ça parle à tout le monde. Mais il peut arriver que pour des parties du système, on ait des modèles qui soient spécifiants, et à ce moment-là, ce qui est recommandé, c'est de livrer les cas de test avec le modèle. Ok, merci. Deuxième question. Privilégiez-vous certains modèles plus que d'autres? Très bien. Donc, oui. Et si oui, lesquels? Vraiment, ça dépend de ce qu'on veut dire. Donc, ce que j'ai... Alors, moi, c'est à titre personnel. Hein. Moi, j'aime bien les diagrammes de use case. Ça parce que je trouve que ça permet quand même surtout quand on ne sait pas où on va, qu'on est sur quelque chose qu'on découvre, même quand on est avec des nouveaux acteurs, faire les diagrammes de use case, ça permet quand même de se mettre tous sur la même page. Et après, ça c'est plus ce que moi je préfère parce que c'est ce que je préfère. Mais j'aime bien les diagrammes de séquence parce que les diagrammes de séquence permettent aussi, là on est plus dans du détail, dans des visées plus dynamiques. En particulier quand on est sur du temps réel, par exemple, si vous faites du software temps réel, enfin dès qu'il y a une question de temps et d'échange, le diagramme de séquence, il est quand même pas mal. Dans la même logique, mais là c'est plus quand on veut comprendre dans des systèmes complexes plutôt des actions faites. Là c'est plutôt le diagramme d'activité. Je trouve qu'il permet de parler plus au niveau des fonctions, on va dire. Et après, il y a le diagramme de classe, là au niveau des interfaces. Donc là, c'est vraiment, on est plutôt dans des approches plus au niveau du design et qu'on veut décrire des structures statiques. Donc ça, c'est ce qui marche bien, surtout quand on veut être non ambigu, par exemple au niveau des interfaces, c'est faire un diagramme de classe. Et là, on explique vraiment ce qui est échangé. Donc ça c'est ce que je trouve le plus approprié. Mais toujours est-il, hein, je vous dis, là je vous parle d'une pratique, soit celle que moi j'avais ou celle que j'ai vu faire chez d'autres. Il y a d'autres types de modèles qui sont dans le langage UML 6ML, et c'est véritablement là où les équipes de méthode doivent vraiment prendre leur place, c'est de finalement de trouver dans votre contexte d'ingénierie, dans le domaine d'application technique, ce qui est le plus approprié par rapport à vos systèmes. C'est-à-dire que on peut se dire je suis ingénieur système, c'est plus approprié de faire ça, obligatoirement, on va dire. Et je suis dans un autre type d'ingénierie, c'est plus approprié de faire ça, systématiquement, avec l'aide de templates. Et je vous dis, voilà, moi, c'est ce que je vois dans la pratique actuelle au niveau des modèles. Rien à ajouter, François-Xavier, non? Non, très bonne réponse, okay. Très bonne question. Ok. Question suivante. Vous aviez dit que l'approche modèle centrique est pertinente à partir de 50 000 exigences. Quels seraient les inconvénients d'utiliser cette approche pour des projets plus petits? 5 000. Alors, 5 000, pas 50 000? 5 000 déjà. Alors, là, on est sur... non, c'est pas que c'est pas approprié, c'est juste que il y a de toute façon un coût quand on fait un projet, et c'est plutôt le temps d'investissement. J'ai envie de dire, je pense que François-Xavier sera d'accord, quand on a les moyens de faire les deux, il faut faire les deux. Voilà, en fait, c'est ça. Mais quand il y a
on va dire, des questions d'échelle ou de temps. Quand on est sur des petits projets, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut s'en tirer avec les exigences. Quand on est sur des gros projets, il faut y associer les modèles parce qu'il y a des niveaux de complexité que peut-être on ne voit pas à cause des décompositions et des interfaces. Et le plus problématique quand on est dans des systèmes complexes, c'est justement ces problématiques d'intégration. Donc c'est ce qu'elle permet de rendre beaucoup plus visible et qu'on ne voit pas de manière immédiate à travers des exigences. C'est cette vision-là, j'ai presque envie de dire, en gros, de voir en 3D à quoi va ressembler ton système. Quand on est avec des exigences, ça reste du langage. Donc on va pas voir, on va dire, de manière physique comment ça va s'articuler. Le fait de passer justement avec un grand nombre d'exigences, avec cette vision modèle, ça permet de lever les loups et de voir si on n'en a pas oublié justement des exigences et de préparer ces phases intégratives. Alors, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose à ça, du coup, François, Xavier. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de... On a dit 5000 parce que effectivement, à partir de 5000, il faut structurer les exigences. Maintenant, sur un petit projet, on peut très bien avoir recours à une machine d'état, par exemple, à modéliser une machine d'état, parce que ne serait-ce qu'un petit projet, il y a des cycles de vie du produit, on doit l'initialiser, on doit le mettre en mode cycle, en mode nominal, même une interface homme-machine. Et forcément, en langage naturel, on va oublier les états. Donc, avoir un petit bout de modèle qui permet de découvrir les exigences, c'est complètement recommandé. Même si c'est pas forcément le modèle qui va être la référence, mais il va être là pour élucider les exigences. Exactement. Question suivante. La difficulté d'intégration entre outils modélisation et exigence ne plaide-t-il pas, sans doute, pour des outils uniques? Existe-t-il des démarches d'éditeurs dans ce sens et dans quelle tranche de volume d'exigences présentées par François Xavier? Je remercie aussi pour cette question. Alors, oui, les éditeurs essayent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont face à une réalité des utilisateurs des entreprises qui est différente. Je vais un peu m'expliquer. En fait, les éditeurs, ils essayent par, on va dire, l'achat d'un outil de modélisation, de l'intégrer à leur toolchain. Donc, ils proposent nativement plutôt des outils, enfin des connecteurs entre leurs outils de leur propre toolchain. Donc, vous allez avoir des fournisseurs, ils vont vous dire, voilà, moi je suis un tel, j'ai ça pour mes exigences, j'ai ça pour mes modèles, regardez, c'est intégré. Voilà. Mais la réalité des entreprises, c'est pas comme ça. J'ai un outil ici, j'ai un outil là, mes ingénieurs, ils sont bien dans celui-là, ils sont bien là-dedans. Moi, ce que je veux, c'est les connecter eux. Et c'est là que rentre donc dans la réalité, c'est ces questions d'interface de la chaîne d'outils qui, elles, justement, obligent et challengent les fournisseurs de solutions à discuter entre eux, à prévoir des connexions qui n'étaient pas forcément prévues. Et c'est tout l'enjeu, justement, de la liberté j'ai envie de dire, d'une entreprise technique, de pouvoir choisir avec quel outil elle a envie de travailler. Et justement, les éditeurs, ils essayent, quand c'est possible, de vendre toute une toolchain parce qu'ils auront préparé les intégrations, alors que, en fait, la réalité, c'est qu'on veut utiliser un autre outil. Alors, dans certains cas, certaines entreprises vont faire le choix, effectivement, de favoriser un fournisseur unique. Ça ne veut pas dire que derrière, on met de côté les autres problèmes. Parce que un fournisseur unique, ça veut dire qu'on aura une expérience utilisateur qui sera à peu près du même modèle. Donc, si elle est un peu lourde, elle sera peut-être toujours un peu de même nature, un peu lourde. Alors après, c'est sûr que ça se connectera, mais ça sera un peu tout pareil. Après, quand on essaye de trouver à chaque fois le meilleur outil dans sa catégorie, des fois, c'est des outils qui ne sont pas intégrés. Et donc là, oui, c'est compliqué. C'est compliqué, ça suppose qu'il y ait du process, ça suppose qu'il y ait des fois des développements de connecteurs spécifiques, etc. Donc, oui, ça plaide, j'ai envie de dire, il faut plaider pour que les outils soient interconnectés, même s'ils ne sont pas fournis par les mêmes fournisseurs. Mais bon, voilà, je ne vais pas citer plus que ça un outil particulier ou un autre, parce que c'est pas le but, mais c'est juste pour dire comment les fournisseurs de solutions, oui, effectivement, ils sont challengés et ils essayent plutôt de vendre une toolchain à eux qui intègre justement la question du modèle. Ouais, parce qu'il n'y a pas que la modélisation et la gestion d'exigence, il y a aussi la gestion de configuration, il y a la gestion des tickets, il y a la gestion des problèmes, enfin, les suites d'outils qui font tout, c'est extrêmement rare. Après, on peut toujours essayer de demander à des développeurs aussi de faire de l'architecture logicielle
avec du visio ou avec des documents, ils vont pas aimer, quoi. Il leur faut des outils de développeurs, du Rhapsody ou des choses comme ça. Question suivante. Quand on a plus de 5000 exigences et qu'on passe en MBSE, à combien estimez-vous le nombre d'exigences restantes? Ou écrivez-vous les exigences restantes dans l'outil de modélisation ou dans DORS Polarion? Et si dans DORS Polarion, comment faites-vous le lien avec le modèle? Beaucoup de questions. Il y a 3 questions, une quasiment. Alors, est-ce qu'on peut redire le début de la question? Quand on a plus de 5000 exigences et qu'on passe en MBSE, à combien estimez-vous le nombre d'exigences restantes? Je suis pas sûre qu'on puisse mesurer le nombre d'exigences restantes en passant en MBSE. En fait, ce qui va se passer, si je comprends bien la question, c'est j'intègre une démarche de modélisation alors que j'ai plus de 5000 exigences. Là, forcément, ça veut dire qu'on va en découvrir des nouvelles. Normalement, bon, j'ai pas envie de donner une estimation fausse. Il faudrait voir sur des pratiques existantes combien on en a élucidé des nouvelles, mais quand on fait du modeling, on va dire que ça peut peut-être générer 5 à 10% d'exigences en plus, on va dire. Après, il faudrait voir quelle est la granulométrie utilisée déjà pour les exigences, les 5000. Est-ce qu'il y a, comment dire, ce que j'ai vu dans la pratique aussi d'exigence, c'est que tout dépend de comment on écrit déjà notre exigence de base. Il y a des exigences qui, des fois, sont vraiment de haut niveau. Quand on passe avec une vision modèle, derrière, selon ce qu'on va modéliser et jusqu'où on va modéliser, finalement, ça peut créer beaucoup plus. Moi, ce que j'avais vu dans la pratique, mais c'était plus d'exigence à exigence, c'était par exemple par exemple, entre une exigence système et une exigence soft, j'avais vu un ratio de 1 à 4. C'est-à-dire que pour une exigence système, mais ça c'était dans le contexte, je vous dis, c'était dans le contexte Schneider, c'était pas dans le contexte Valeo. Et que j'avais vu que dans ce cas-là, pour une exigence, ça donnait 10 cas de test. Voilà. Donc ça c'était des ratios. Maintenant, quand on a une exigence et qu'après on fait du MBSE, forcément, ça va régénérer des exigences, on va dire, au même niveau. Mais de là à donner un chiffre exact, ça semble un peu compliqué. Je pense qu'il faudrait faire, voir sur des projets existants et faire un peu le ratio et voir si c'est un ratio qui se répète ou pas. Voilà. Mais ça pourrait être intéressant d'imaginer, oui. Et pour la deuxième partie de la question, où écrivez-vous les exigences restantes? En fait, les exigences fonctionnelles, on va plutôt les écrire dans les outils de gestion d'exigences. Après, les exigences de solutions techniques, on va plutôt les écrire dans des modèles. Et s'il faut faire le lien entre les deux, comme il est demandé dans la question, bon, on peut avoir recours à des outils qui permettent de faire la traçabilité entre un modèle et un outil de gestion d'exigence, type Rectify par exemple. Mais après, c'est à l'entreprise de construire sa solution technique et sa chaîne d'outils. Oui. Juste pour rappeler aussi, qu'on ait des modèles ou qu'on ait des exigences, il faut avoir un data model. Et il faut bien s'assurer des propriétés qu'on gère. Donc là, ça veut dire qu'il y a des relations de dépendance, c'est-à-dire comment s'effectue la hiérarchie, on va dire au sens du data model. Et derrière, justement, ces questions de traçage, c'est vis-à-vis des propriétés qui sont portées, qu'elles soient par les modèles, ou qu'elles soient portées par les exigences. Dans tous les cas, ça veut dire qu'il y a un endroit où on va gérer la traçabilité. Sinon, on sera bien dans l'incapacité de retrouver, pour des besoins de traçabilité, les liens entre exigences et modèle. Ça reste vrai, même si on fait du modèle. Un modèle, il a quand même des propriétés, comme une exigence a des propriétés. Voilà. Et il nous reste 2 questions, 3 peut-être, vu le temps qui nous reste. Dans quel cas d'usage des modèles, avec 0 exigence, c'est-à-dire diagramme d'état, transition, autre, c'est la question qui est posée. Quel cas d'usage des modèles avec 0 exigence? Oui. Je suis pas sûre de comprendre la question. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exigence, mais on n'a que du modèle, c'est ça? Peut-être que c'est ça, oui. Ouais, je ne comprends pas non plus trop la question. On a peut-être déjà un petit peu répondu tout à l'heure sur les modèles qui étaient complètement autoporteurs. Oui, franchement, c'est pas quelque chose que j'ai vu dans la pratique. J'ai vu aucun cas ou alors les seuls vraiment très rares cas
c'est même pas dans les métiers système et soft, c'est plutôt dans les métiers du type hardware ou mécanique, où vraiment il y a des fois où on se passerait des exigences, et même eux, ils se sont mis plutôt dans une dynamique maintenant de faire des exigences aussi. Donc, dans la pratique, j'ai jamais vu du modèle, où j'avais jamais vu d'exigence, que ce soit avant ou que ce soit après. Il y a toujours à un moment un besoin de reformuler un minimum, c'est-à-dire pas forcément tout, mais de formuler des exigences quelque part qui permettent de cadrer, qu'on s'est bien compris au départ. Voilà. Alors, cette même personne pose plusieurs questions. Oui. Je commence par la première. J'essaie de la lire. Avec DORS, vous faites capture, gestion, ref, exigence et FFT. Et édition, matrice, traçabilité, couverture avec les tests, voire aussi avec le code source, la solution, /système, et d'une matière bidirectionnelle a priori. Donc, Oui. contract, expression de besoin vers le code source, anomalie, et inversement, passant par les tests et exécution, pour interrogation. Donc, c'est une question, en fait. Est-ce que vous faites comme ça? Oui. Alors, oui, dans le data model Valeo, alors, tu veux peut-être répondre, François-Xavier, ou je réponds? Moi, je dirais oui, mais vas-y, complète. Voilà. Donc, en fait, il y a un data model du côté de Valeo, c'est ce qui a été présenté par François-Xavier, et justement, donc, il y a ces descriptions d'exigences qui vont de bout en bout avec les matrices, et justement, suivant un data model déjà présenté. Mais j'ai pas bien compris. Oui, alors il y a aussi une démarche de transformation digitale avec des nouveaux outils aussi chez Valeo, comme il y a dans plein d'entreprises, justement, qui prend en considération aussi ces questions de data model et de traçabilité d'une manière plus générale, y compris avec le besoin de traçabilité avec les modèles. C'est aussi en cours. C'est-à-dire que le but, c'est qu'à terme, il n'y ait pas simplement une traçabilité juste des exigences, mais une traçabilité complète du data model de bout en bout. On peut l'appeler ça des fois la end-to-end traceability, qui permet d'une part, côté exigence, de savoir quels sont les modèles, de savoir aussi du côté des exigences si j'ai pas d'autres items de configuration, de planification par exemple, et aussi de pouvoir aller jusqu'au code. Et donc d'avoir, on va dire tous. Alors il y a du DORS, mais il n'y a pas que du DORS. Peut-être que tu veux compléter, peut-être. François-Xavier, dire qu'il y a du Rectify aussi qui est utilisé, il y a aussi... Ah oui, pour l'instant, effectivement, on peut faire de la traçabilité bidirectionnelle comme indiqué dans la question dans DORS. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, si vous demandez à un développeur logiciel de faire de l'architecture soft dans DORS, je pense qu'il va pas rester longtemps, il va aller ailleurs. Donc, il utilise des modèles qu'on va lier ensuite avec DORS par des outils type Rectify. Mm-hmm. Oui. Mais en plus, c'est vrai qu'on travaille sur des outils maintenant qui vont permettre de faire ça de manière complètement intégrée, voire même de lier nos exigences avec les tickets dans les sprints ou les anomalies et les problèmes qu'on détecte. Oui. Parce qu'il y a aussi cette dimension-là qu'il ne faut pas oublier. Oui, oui. Et que ce soit chez Valeo ou chez Schneider, j'ai personnellement eu beaucoup cette pratique-là de faire de la traçabilité multi-outils justement pour consolider, et y compris avec du modèle. Donc ça se fait. Ça se fait en général quand on met ces questions de modèle aussi dans les traçats, c'est plutôt pour des questions de certification, plutôt au niveau du software, voilà, où on veut voir par exemple de bout en bout une exigence régulatoire et comment derrière elle est déclinée jusqu'à un bloc software. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait faisables et qui sont faites aussi justement par les entreprises quand les besoins de certification sont là. Et Rectify permet de le faire, d'autres outils permettent aussi maintenant de le faire quand ils sont intégrés et qu'ils permettent de faire cette traçabilité au code, différents ALM, voilà. Donc voilà, c'est des choses qui se font de plus en plus et vers quoi on va de plus en plus. Parfait. Je vais être obligé d'arrêter, rester quelques questions, mais sinon on n'en finirait pas. Et il y a un autre présentateur qui attend. Hein, donc, je vais remercier Asra et François-Xavier pour cette présentation que vous pouvez revoir de toute façon en vidéo, et vous pourrez également, n'hésitez pas également avec le sondage à évaluer la présentation. Vous avez plein de petits pouces qui se lèvent là, c'est super. Tout va bien. Je vais demander à Gilles Nouet de nous rejoindre, hein, qui va nous faire l'IA pour la génération des tests à partir des exigences. Et puis, vous pouvez évidemment continuer à nous suivre, hein, Asra et François-Xavier, mais on vous demande quand même de descendre de... Oui. Voilà. Au revoir à tous. Merci beaucoup.